Ça entraîne beaucoup d'enjeux au niveau du fonctionnement. Ensuite, ce qui est important de savoir sur le traitement des troubles anxieux, c'est qu'il y a moins d'une personne sur deux qui accède à un traitement adéquat pour les troubles anxieux. La plupart du temps, une médication et parfois une psychothérapie éprouvée. Donc, environ une personne sur 10 reçoit une psychothérapie éprouvée. Et la thérapie cognitive comportementale, c'est vraiment l'approche de psychothérapie dont l'efficacité est la mieux démontrée pour les troubles anxieux. Donc, on a des données probantes à ce sujet depuis déjà 40 ou 50 ans. Une question que je trouve prioritaire au-delà de comment améliorer l'accès à la psychothérapie, c'est comment améliorer l'accès à la thérapie cognitive comportementale, comme on a beaucoup de données probantes sur l'efficacité de cette intervention-là et peu de gens y ont accès. Donc, pour aborder ce sujet-là, je vais d'abord vous parler des troubles anxieux et de ce qu'est la TCC. Quelques mots sur le programme québécois pour les troubles mentaux des autosoins à la psychothérapie. Puis ensuite, vous parler de quelques projets cliniques là, rapidement qui sont en cours dans notre laboratoire de recherche. Donc, les troubles anxieux se caractérisent d'abord par des pensées automatiques négatives, anxiogènes, de plusieurs types, par exemple la catastrophisation, la surestimation des dangers liés à une situation. Vous en avez là ici plusieurs exemples, douter de nos capacités, imaginer le pire. Donc, ce qui fait la différence entre l'anxiété que l'on vit tous à l'occasion et les gens qui vivent avec un trouble anxieux, c'est que ça peut être très envahissant. On peut passer plusieurs heures par jour à s'inquiéter, par exemple. Donc, pour gérer l'anxiété, souvent les personnes atteintes de troubles anxieux vont faire de l'évitement ou une appréhension et une difficulté très intense lorsqu'ils doivent faire face aux situations. Donc, toutes sortes de situations sont appréhendées ou évitées. On a ici quelques exemples. Il peut s'agir d'endroits qui génèrent des symptômes qui ressemblent à ceux de l'anxiété, comme des palpitations, des bouffées de chaleur. Ça peut être aussi certains endroits où ça peut être difficile de s'échapper en cas d'attaque de panique, par exemple. Donc, on imagine assez rapidement que ça peut entraîner des difficultés dans toutes les sphères du fonctionnement d'une personne, des études, au travail, à la vie familiale, etc. Heureusement, il existe des traitements efficaces. J'ai nommé tout à l'heure la pharmacothérapie. La TCC est aussi un traitement très efficace des troubles anxieux. Ce que c'est exactement la TCC, ça rassemble tout un ensemble de stratégies d'intervention, mais pour les troubles anxieux, on retrouve surtout ces quatre-là. Donc, la psychoéducation, on apprend qu'est-ce que c'est un trouble anxieux, quelles sont les causes, les liens entre les pensées, les comportements et les symptômes anxieux. Ensuite, la restructuration cognitive où on travaille sur les pensées automatiques qui génèrent de l'anxiété. Ensuite, la stratégie principale, c'est vraiment l'exposition, où on établit une hiérarchie des situations craintes et graduellement, la personne va s'exposer et son anxiété va diminuer face à ces situations-là. Et enfin, un coffre à outils, prévention de la rechute. Donc, à la fin du traitement, on aide la personne à s'assurer qu'elle poursuivra ses progrès suite à l'intervention et qu'elle sait quoi faire dans des situations plus difficiles. Donc, il y a abondamment de littérature qui démontre l'efficacité de la TCC. Les guides de pratique du National Institute for Health and Care Excellence au Royaume-Uni sont vraiment les meilleures ressources à consulter pour en savoir davantage sur les traitements fondés sur des données probantes pour les troubles anxieux et bien d'autres problèmes de santé. Je vous ai mis ici quelques exemples. Ils sont parfois mis à jour, donc vous pouvez suivre aussi sur le site web, c'est très intéressant. Puis sur le réseau Calaction, on tient à jour un dossier là, sur les pratiques fondées sur les données probantes si vous voulez en savoir davantage. Donc, le PQPTM, Programme québécois pour les troubles mentaux des autosoins à la psychothérapie, s'appuie justement sur les recommandations de NICE. Et ils ont traduit et adapté un guide là, qui date d'une dizaine d'années quand même sur les troubles mentaux courants. Donc, on retrouve là-dedans, évidemment, les troubles anxieux. Et je vous ai placé ici une petite synthèse là, des traitements recommandés pour les troubles anxieux qui est une combinaison du document du PQPTM, mais aussi une petite mise à jour. Donc, globalement, ce qu'on recommande dans le PQPTM, ce sont des soins en étapes où les niveaux d'intervention sont gradués selon la sévérité des symptômes. Donc, on voit ici repérage, psychoéducation pour les gens à l'étape 1. Ensuite, on passe à des auto-soins, des groupes psychoéducatifs, de la TCC, de la pharmacothérapie. Et pour les personnes qui ont un trouble anxieux sévère ou une non-réponse au traitement, à ce moment-là,
on retrouve la TCC en mode individuel, des traitements combinés, etc. Donc, je n'entrerai pas dans tous les détails. Simplement, comme message à retenir, la TCC est omniprésente dans le PQPTM. Pourtant, la TCC est peu accessible. On retrouve peu de thérapeutes qui peuvent offrir cette approche. Donc, si on veut implanter le PQPTM et les pratiques fondées sur des données probantes, on doit améliorer l'accès. C'est ce qui nous intéresse dans notre laboratoire de recherche. On essaie de voir si on peut offrir de la TCC avec des modalités moins intensives dans des soins de proximité pour pas que les gens aient à consulter dans les cliniques spécialisées pour recevoir de l'aide alors qu'ils sont souvent consultent leur médecin de famille, un organisme communautaire, par exemple, donc plus près de la communauté, et dans des approches mixtes ou transdiagnostiques, parce que les gens qui ont des troubles anxieux ont souvent plus d'un trouble anxieux et également d'autres comorbidités, parfois comme la dépression. Et plutôt que de traiter en séquence chacun de ces troubles-là, ça a du sens d'identifier des modalités de traitement qui peuvent gérer plusieurs types de troubles. Donc, c'est vraiment le cœur de nos intérêts de recherche dans mon laboratoire et je vais vous parler brièvement de quelques projets en cours qui visent justement à rendre la TCC un peu plus accessible à la population qui pourrait en bénéficier. Donc, premier projet, et Alexandra Chapdelaine vous en parlera aussi tout à l'heure, c'est un projet sur l'efficacité de la TCC de groupe transdiagnostique, donc pour des troubles anxieux mixtes, sur lequel on a réalisé un essai clinique là, depuis 2015. Donc, je vais vous en parler très brièvement, mais vous avez des ressources ici si vous voulez en savoir davantage. Donc, la TCC, c'est une approche qui a été développée par Peter Norton en Australie. On a développé une collaboration avec lui. C'est une intervention de groupe auprès de 8 ou 10 personnes avec des troubles anxieux qui sont dans le même groupe et avec 2 thérapeutes. Donc, notre étude était pragmatique pour voir en contexte réel est-ce que cette intervention-là est efficace. Et donc, on avait un thérapeute expert en TCC puis un thérapeute du réseau public qui avait parfois moins d'expérience dans cette approche de traitement-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a assigné aléatoirement les participants à la TCC ou aux soins usuels. Tout au long du projet, les gens pouvaient continuer à utiliser d'autres services de santé. Donc, je passe aux résultats. Ce qu'on a vu, c'est qu'au pré-traitement, les 2 groupes avaient un niveau de sévérité assez élevé pour leur anxiété, pour leurs différents troubles anxieux. Et suite à l'intervention, comme on voit en bleu, après 12 semaines de traitement, on voit que les participants du groupe intervention se retrouvaient sous le seuil clinique, seuil diagnostique d'un trouble anxieux et que c'était beaucoup plus efficace que poursuivre les soins usuels. Donc, il y a matière à se questionner sur comment on peut implanter ce type d'intervention-là qui pourrait être plus accessible dans notre système de santé. Donc, suite à notre essai clinique, on réalise maintenant un projet de dissémination et implantation à grande échelle où on va développer un programme de formation pour les psychologues et psychothérapeutes de la province qui va être en ligne dans le contexte de la pandémie. Ensuite, on va tenir des groupes et donc, c'est un projet de dissémination et implantation qui permettra de rendre cette intervention-là plus accessible au Québec. C'est le but, en tout cas, du projet. Ensuite, un autre projet en cours qui est vraiment intéressant, c'est un projet d'auto-soins dirigé. Donc, les auto-soins, en fait, ce sont des interventions de faible intensité qui s'appuient sur les principes de la thérapie cognitive comportementale. C'est comme ça que c'est présenté dans le PQPTM et c'est comme ça aussi qu'on s'appuie sur les données probantes dans les guides du NICE. Donc, on a réalisé un projet avec une autre équipe en Australie de la clinique virtuelle This Way Up. Donc, on a évalué un programme pour les troubles anxieux et dépressifs mixtes de This Way Up qui était en anglais. Et vous voyez ici les planches de bande dessinée. L'ensemble du programme comprend 6 leçons entièrement à réaliser en ligne qui visent à présenter les stratégies de TCC que je vous ai expliquées tout à l'heure dans un format vraiment ludique d'une certaine manière et facile d'approche, bien vulgarisé. Donc, les participants passent au travers de 6 leçons de TCC en suivant ces 2 personnages qui mettent en application des stratégies. On retrouve toutes sortes d'outils aussi pour les aider. Et cette intervention-là a fait ses preuves. Il y a des articles qui présentent des résultats d'essais cliniques avec d'excellents résultats. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une étude pilote. Donc, on a adapté en français l'intervention, on l'a implantée, on l'a évaluée
on a évalué en fait sa faisabilité auprès de médecins de famille, auprès de patients, et les résultats étaient assez concluants au Québec et en Ontario. Donc, ça va aussi, en tout cas, les résultats étaient très positifs. Et simplement pour dire que ce n'est pas une nouvelle approche, les autosoins dirigés. Il y a de multiples méta-analyses qui démontrent l'efficacité de ce type d'approche-là pour les troubles anxieux, pour la dépression également. Donc, prochaine étape, on est en processus d'implantation de la clinique virtuelle à l'Université de Sherbrooke et au CIUS de l'Estrichus en collaboration avec l'hôpital Montfort en Ontario pour rendre accessible aux francophones au Canada ce type d'intervention qui est davantage disponible pour les communautés anglophones, mais beaucoup moins en français. Donc, la clinique virtuelle devrait pouvoir être lancée au début de l'automne prochain. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment encore là un projet de dissémination et implantation, voir les facteurs qui facilitent, qui entravent l'implantation de l'intervention et également les meilleures modalités. Est-ce que c'est préférable que la personne réalise le programme seule, qu'elle soit accompagnée par un clinicien, qu'elle soit accompagnée par un facilitateur qui va amener un élément motivationnel. Donc, c'est le genre de choses qu'on va étudier dans notre implantation. Donc, ce sont nos deux principaux projets qui visent à implanter la TCC à plus grande échelle. Pour donner un peu de perspective aussi, je voulais vous dire quelques mots sur l'autogestion des soins. Donc, on a parlé d'autosoins dirigés, non dirigés. Donc, ça, ce sont des interventions de faible intensité basées sur la TCC. L'autogestion des soins, c'est un concept complètement différent. C'est vraiment la perspective du rétablissement. Donc, je vous ai mis une petite définition ici, là. Donc, c'est un peu apprendre à vivre avec, dans ce cas-ci, par exemple, un certain style anxieux, des pensées anxieuses. Donc, une personne peut obtenir, par exemple, participer à une TCC, elle va beaucoup mieux. Mais tout au long de sa vie, elle va peut-être vivre des épisodes où elle est plus susceptible à l'anxiété, par exemple. Donc, le soutien à l'autogestion des soins vise à développer des stratégies pour gérer justement ces types de symptômes d'anxiété-là, mais sur le long terme. Donc, c'est complémentaire au traitement. On peut parler, par exemple, de travail sur les saines habitudes de vie, les stratégies d'adaptation. C'est vraiment basé aussi sur l'empowerment. Donc, on débute un nouveau projet qui est fort intéressant parce que c'est complémentaire aux autres projets sur la TCC. Ce qu'on va faire ici, c'est vraiment réaliser un essai clinique en collaboration avec l'organisme communautaire Relief, anciennement Revivre, pour évaluer l'efficacité de leur programme d'autogestion des soins pour l'anxiété. Il y a très peu de données probantes sur l'autogestion des soins, contrairement aux autosoins. Donc, ça va vraiment permettre d'avancer les connaissances à ce niveau-là et de fournir des informations utiles à l'organisme. Donc, message clé de ma présentation. D'abord, comme on sait que la TCC conventionnelle, en face à face, un thérapeute et un patient, demeure difficile d'accès, on s'intéresse à d'autres modalités d'intervention qui pourraient être très porteuses de changement. On a vu la TCC de groupe, dont l'efficacité est démontrée en contexte réel, pour lequel on développe un programme de formation. Autosoins dirigés, non dirigés, qui sont des approches de faible intensité, à ne pas confondre avec le soutien à l'autogestion des soins, qui est aussi important, mais qui est une autre approche, qui n'est pas un traitement. Ensuite, si on met en place ces types de stratégies-là de plus faible intensité, on devrait pouvoir améliorer l'accès à des soins pour les gens qui ont des troubles anxieux. Et, mot de la fin, l'implantation du PQPTM, oups, je vais arrêter mon minuteur, je termine là-dessus. Quand on regarde l'implantation du PQPTM, ça s'appuie fortement sur la TCC, des autosoins jusqu'aux modalités de groupe, jusqu'aux modalités individuelles, mais on entend peu parler de cet aspect-là du programme et, à mon avis, un facteur crucial de succès du PQPTM réside dans le développement des capacités et l'ouverture à des nouvelles modalités de TCC parce qu'on n'y arrivera pas si on offre seulement la TCC conventionnelle en format individuel. Donc, merci. Je laisse mon site de laboratoire si vous avez des questions. Et je ne pouvais pas nommer toute l'équipe, mais vous pourrez trouver toute l'information sur mon site. Donc, je vous remercie, Dr. Robert. Puis, j'inviterai les participants, s'ils ont des questions, je vais laisser Juliane s'en occuper. Oui, Pierre-Luc, tu peux y aller. Oui, bonjour, Dr. Robert. Félicitations pour votre présentation. C'était vraiment excellent. Je suis content de voir que
Bon, je vais faire une présentation plus tard. Là, on va parler des outils numériques. Je suis content de voir qu'il y a de la recherche là-dessus. C'est encore nouveau là, au Québec. Puis, en tout cas, félicitations d'avoir adapté ce programme-là This Way Up. Puis, un bon programme australien. Je me demandais quel est le niveau de formation requis pour les intervenants pour qu'ils puissent accompagner les patients dans l'auto-soin dirigé? Oui, c'est une question vraiment intéressante et il n'y a pas une unique réponse parce qu'au Québec, on a la loi 21 qui encadre la pratique de la psychothérapie. Donc, ça dépend du niveau d'accompagnement qu'on offre à la personne. Je pense que c'est difficile de répondre à ça, mais dans le cas de notre projet, on va vraiment viser à expérimenter 2 modèles. Donc, quelqu'un qui n'est pas nécessairement formé en santé mentale, mais qui peut faire un accompagnement motivationnel périodique pendant le programme. Et si on veut avoir un accompagnement davantage d'auto-soins dirigés, l'intervenant doit connaître la TCC pour pouvoir accompagner la personne dans ses exercices. Donc, définitivement un psychologue, un psychothérapeute, un médecin qui a un intérêt pour le sujet, mais ça peut être aussi d'autres intervenants qui ont eu l'occasion de développer une expertise en santé mentale dans leur parcours et de TCC, travailleur social, infirmière et autres. Mais il faut quand même respecter la législation du contexte dans lequel on se situe. Excellent, merci. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Il y avait Johan. J'avais une petite question, puis c'est vraiment juste par curiosité. Je me demandais, puis je pense même qu'on en a déjà parlé, toi et moi, mais est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as des éléments de réponse de pourquoi la TCC est encore si peu répandue, en tout cas au Québec, dans les traitements qu'on suggère pour les troubles anxieux? C'est une grande question. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de modifier ses pratiques pour un psychologue et adopter la TCC que ça peut être d'adopter une nouvelle médication comme pratique de prescription pour un médecin. Puis, c'est un champ très vaste, la santé mentale. Je pense c'est relativement récent qu'on évolue dans un contexte où il y a un encouragement à utiliser les données probantes en psychothérapie, en santé mentale à ce niveau-là. Si on regarde, je disais tout à l'heure, le guide de NICE qu'on a traduit pour le programme du PQPTM date d'une dizaine d'années. Alors, ils ont beaucoup de chemin de fait par rapport à ça avant nous. Je pense qu'il faut prendre le temps de démystifier des pratiques comme la TCC. C'est ce que je voulais faire un peu aujourd'hui. Ça peut s'intégrer à une autre approche thérapeutique pour des gens qui ont une formation qui est d'une autre école de pensée en psychothérapie, mais c'est multifactoriel. Il y a aussi beaucoup la culture d'autonomie professionnelle aussi dans la pratique de la psychothérapie. Donc, on veut pouvoir offrir l'intervention selon notre évaluation, notre vision des choses. Donc, c'est quelque chose qui va se travailler, je pense, sur le long terme. Mais pour ça, ça va prendre des messages clairs de la part, par exemple, des gens qui implantent le PQPTM, que la TCC fait partie des interventions. Puis, si on n'offre pas de formation, bien, ça ne changera pas du jour au lendemain. Je ne sais pas comment les gens vont pouvoir adopter des nouvelles pratiques si on ne les outille pas suffisamment pour le faire. Donc, ça fait vraiment partie des défis qui vont être à relever. Puis, je pense que nos projets de recherche peuvent avoir une contribution intéressante à ce niveau-là. Super, merci. En tout cas, depuis le temps que tu en parles, je pense que c'est une approche assez prometteuse. Merci, Anne, pour la question. On avait peut-être une petite question dans le chat là, de William qui nous demande est-ce que votre clinique virtuelle va être offerte à tous et si oui, est-ce que vous avez une idée des coûts? Oui, je peux dire qu'en Australie, pour utiliser la clinique virtuelle, ça coûte une soixantaine de dollars. Au Québec, nous, on va l'utiliser dans le contexte de nos projets de recherche initialement. Donc, sur le territoire du CIUS de l'Estrichus pour démarrer, et ça va être entièrement gratuit et ça va être encadré dans le cadre de notre projet de recherche. En Ontario, ça va démarrer au même moment à l'hôpital Montfort et eux vont l'offrir à toute leur clientèle au niveau clinique. Donc, pour nous, c'est seulement vraiment le début. On débute avec ce programme-là. Si vous allez voir This Way Up, il y a toutes sortes d'autres programmes. Donc, nous, on voit grand avec ce projet-là. On veut vraiment rendre cette approche-là accessible à tous. Par exemple, quelqu'un qui a un premier épisode de trouble anxieux pourrait consulter le site et voir que l'évitement, ce n'est pas une stratégie gagnante pour faire face à son anxiété, puis ça peut vraiment changer la trajectoire d'une personne. Donc, je crois beaucoup d'en mettre en place toutes sortes de stratégies. Et si on implante cette clinique-là, c'est pour la rendre accessible à tous. Donc, dans la mesure du possible, ça va demeurer gratuit. Puis,
le temps nous dira comment ça va évoluer, mais si jamais il y a des coûts dans quelques années, ce sera vraiment modique. Donc, je remercierai encore Dr. Roberge pour son excellente présentation. Puis, on passerait à notre deuxième présentatrice de la soirée, dont la présentation, en fond, va faire une suite à celle qui vient de terminer. Donc, je vous demanderai d'accueillir Alexandra Chapdelaine, qui est étudiante au laboratoire de recherche sur les troubles anxieux et dépressifs en soins de première ligne de la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Puis elle nous parlera de l'espoir pour un meilleur accès à la psychothérapie pour les troubles anxieux. Donc, comme mentionné, oui, donc je m'appelle Alexandra Chapdelaine, je suis étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé. Puis, donc, ce que je vais présenter aujourd'hui fait suite à la présentation de professeur Roberge. Donc, mon étude est basée sur une étude qu'elle vous a présentée. Donc, moi-même, j'ai fait mon doctorat dans son laboratoire. Donc, mon projet de doctorat portait sur une évaluation économique de la thérapie cognitive comportementale transdiagnostique de groupe pour les troubles anxieux. Donc, beaucoup de longs mots qu'on va essayer de démystifier à travers cette présentation-là. Donc, tout d'abord, mettre ça au bord. OK. Donc, comme mentionné par le professeur Robert, donc les troubles anxieux sont fréquents, donc affectent environ 20% des adultes au cours de leur vie. Donc, parmi cette famille de troubles, on retrouve l'agoraphobie, le trouble panique, le trouble d'anxiété sociale et le trouble d'anxiété généralisée qui sont ceux qu'on retrouve le plus couramment. Puis, ces troubles reposent sur un processus semblable, dont un déclencheur, par exemple, une situation à l'école ou au travail, va entraîner une sensation physique ou émotionnelle en lien avec une certaine appréhension de cette situation-là. Donc, qui est basée sur les croyances de la personne et sur ses expériences antérieures. Donc, par la suite, il va s'enchaîner un mécanisme d'adaptation, dont, par exemple, la fuite. Donc, ces troubles ont des répercussions importantes sur les individus, donc notamment en termes de productivité au travail, de performance académique et au niveau relationnel. Donc, comme mentionné par le professeur Roberge, la TCC est largement recommandée pour le traitement des troubles anxieux. Donc, parmi les composantes importantes de la TCC, on retrouve notamment la psychoéducation où l'on aborde ce qu'est l'anxiété et ses déclencheurs, la restructuration cognitive où l'on va confronter le raisonnement de la personne afin d'évaluer des scénarios plus neutres ou positifs. Et finalement, avec l'exposition, on amène la personne à graduellement s'exposer à ce qui déclenche son anxiété afin qu'elle se désensibilise. Donc, pour chaque trouble anxieux, donc, il y a un protocole de TCC différent. Oui. Donc, bien que la TCC soit efficace et qui est souvent préférée par rapport à la médication, donc l'accès à la psychothérapie basée sur les évidences est limité au Québec, en première ligne dans le système de santé publique, qui est essentiellement la porte principale d'entrée dans le système pour les personnes avec des troubles anxieux qui requièrent des soins. Donc, on parle notamment d'un manque de ressources humaines, d'un manque de professionnels formés pour la TCC et d'un sous-financement de la santé mentale. Donc, cela se traduit par des longues listes d'attente et conséquemment par des délais considérables pour avoir accès aux services. Donc, ce qui n'aide pas la dissémination de la TCC en première ligne notamment, c'est qu'elle repose sur un protocole de traitement différent pour chaque trouble, ce qui demande beaucoup de formation puisque justement, on doit faire la formation pour chacun des protocoles. Et aussi, en fait, il est difficile de favoriser une approche de groupe, donc l'approche de groupe qui elle-même est co-efficace puisqu'on doit avoir des groupes en fait, de patients homogènes. Aussi, il est plus difficile de traiter les personnes qui ont plus d'un trouble anxieux puisqu'elles doivent passer à travers justement de nombreux protocoles de traitement. Donc, une adaptation qui pourrait permettre d'augmenter l'accès à la TCC en première ligne est la TCC transdiagnostique qui, elle, n'utilise qu'un seul protocole de traitement pour, en fait, traiter un éventail de troubles anxieux. Donc, ce qui vient notamment diminuer certaines barrières associées à la TCC classique. Et comme mentionné par le professeur Roberge, la TCC transdiagnostique a déjà été montrée comme étant efficace.
Donc, on sait que la TCC transdiagnostique pourrait diminuer certaines barrières à l'accès par rapport à la TCC conventionnelle et qu'elle pourrait être efficace. Cependant, lorsqu'on veut implanter une intervention, il faut d'abord que les gestionnaires la supportent. Donc, une façon de démontrer le potentiel d'une nouvelle intervention dans un contexte de ressources limitées, comme celui du système de santé publique, est l'évaluation économique. Donc, qui est un outil qui peut éclairer les décisions, en fait, en repérant les programmes qui représentent un investissement valable. Donc, mon étude, justement, est imbriquée dans l'étude qui portait sur la TCC transdiagnostique de professeur Roberge, dont l'objectif était de déterminer l'efficacité de la TCC transdiagnostique de groupe, donc ajouter aux soins usuels par rapport aux soins usuels seuls. Donc, lorsqu'on parle de soins usuels, essentiellement, on parle des traitements que les personnes prenaient pour leurs troubles anxieux. Et puis, tout au long de l'intervention, les personnes avaient aussi le droit d'aller chercher de nouveaux traitements au besoin. Donc, l'objectif de mon évaluation économique était de déterminer le rapport entre le coût et l'efficacité de la TCC transdiagnostique de groupe en combinaison avec les soins usuels par rapport aux soins usuels seuls. Puis, dans un deuxième temps, déterminer la probabilité qu'elle soit coût efficace, en fait, selon un montant fictif qu'un gestionnaire voudrait payer pour l'intervention. Donc, pour répondre à nos objectifs, donc, nous avons recruté des personnes atteintes de troubles anxieux et nous les avons suivies sur une période de 8 mois, donc soit de l'inclusion jusqu'aux 4 mois suivant la fin de l'intervention. Donc, comme mentionné précédemment, certains se sont vus attribuer à l'intervention, donc la TCC transdiagnostique, et les autres devaient continuer leurs soins usuels. Donc, nous leur avons posé des questions en lien avec leurs symptômes anxieux, leur utilisation de services de santé, leur productivité au travail et les traitements qu'ils prenaient pour leurs troubles anxieux. Donc, par la suite, nous avons fait un ménage des données et remplacé celles qui étaient manquantes. Donc, ainsi, nous avons été capables d'approximer en fait les coûts associés à la santé mentale pour les personnes et par différentes transformations, estimer un nombre de jours sans anxiété, en fait, sur la période à l'étude. Donc, par la suite, nous avons calculé en fait la différence dans le rapport entre les coûts et l'efficacité pour nos interventions, donc soit la TCC transdiagnostique versus les soins usuels. Puis, avec des modèles statistiques, nous avons pu déterminer la probabilité que la TCC transdiagnostique soit coût efficace par rapport aux soins usuels selon un montant fictif qu'un gestionnaire voudrait investir pour la nouvelle intervention, donc la TCC transdiagnostique. Donc, les résultats démontraient que la TCC transdiagnostique ajoutée aux soins usuels est plus efficace, mais aussi plus coûteuse. Donc, nous avons évalué les coûts associés à la santé mentale de deux perspectives. Donc, soit celle du système de santé publique qui comprend essentiellement tout ce qui est traitement qui est couvert par la RAMQ, des rendez-vous professionnels, des rendez-vous avec les professionnels de la santé, encore une fois dans le système de santé publique, les hospitalisations et les visites à l'urgence. Donc, pour avoir une vision aussi plus large, nous avons adopté la perspective sociétale qui englobe celle du système de santé, mais qui, en fait, considère les coûts associés, par exemple, au temps passé pour des rendez-vous médicaux, pour le transport, encore une fois, pour des rendez-vous médicaux, aussi la productivité au travail et tout traitement ou visite avec des professionnels qui étaient effectués hors du système de santé publique. Donc, nos résultats démontrent que de la perspective du système de santé, il en coûterait environ donc, 16 $ de plus par jour sans anxiété lorsqu'on compare la TCC transdiagnostique par rapport aux soins usuels. Puis, de la perspective sociétale, on parle d'environ 22 $.
Donc, ces estimations sont ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas d'évaluer l'impact de certaines variables qui pourraient influencer le rapport en question, donc entre les coûts et l'efficacité, et ne garantissent pas non plus une certitude de coût-efficacité. Donc, avec la modélisation, cela devient possible. Donc, on voit ici que si un décideur était prêt à investir donc 35 $ de la perspective du système de santé ou 60 $ de la perspective sociétale, donc de plus, il y aurait 95 % de probabilité que la TCC transdiagnostique ajoutée aux soins usuels soit considérée comme étant coût-efficace. Puis ça, en fait, c'est sur la période à l'étude, donc du début de l'intervention jusqu'aux 4 mois qui suivaient la fin de la période de traitement. Donc, l'étude a permis de démontrer que la TCC transdiagnostique ajoutée aux soins usuels est plus efficace, mais aussi plus coûteuse, et qu'avec des seuils de volonté à payer de 30 $ et de 60 $ de plus par jour sans anxiété pour la TCC transdiagnostique par rapport aux soins usuels. Donc, il y a 95 % de probabilité que l'intervention soit considérée comme étant coût-efficace. Donc, à notre connaissance, c'est la première étude sur le rapport coût-efficacité de la TCC transdiagnostique. Et on fournit des données aux gestionnaires de différentes perspectives économiques qui pourraient en fait éclairer certaines décisions. Puis, on soutient aussi une intervention qui favorise une approche de groupe en première ligne, donc une approche de groupe qui, notamment, peut être plus coefficace elle-même que les approches individuelles. Donc, je te remercie, Alexandra. Puis, je vais laisser encore une fois la parole à Juliane s'il y a des questions. Oui, merci pour la présentation. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Peut-être que je pourrais y aller, moi, te poser une question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de comparer, en fait, les deux perspectives, système de santé et sociétal, pas d'en prendre seulement une? Est-ce que c'est habituel de faire deux perspectives comme ça puis les comparer ensemble? Oui, mais en fait, c'est que les lignes de recommandation en matière d'évaluation économique recommandent, en fait, c'est que les lignes directrices en matière d'évaluation économique varient de pays en pays essentiellement. Ce qu'on recommande au Canada, c'est d'abord la perspective du système de santé. Mais pour des raisons de comparabilité, c'est pour ça, en fait, qu'on a fait la perspective sociétale, puis la perspective sociétale est recommandée, elle, dans d'autres lignes directrices pour d'autres pays. Donc, c'est pour ça. Donc, en voyant plus large, on a une idée plus large aussi des répercussions que peut avoir la TCC sur la société, puis pas juste justement sur le système de santé. Parce que, mettons, en matière de productivité au travail, en fait, les plus gros coûts, si vous voulez, c'est des coûts indirects en matière de troubles anxieux. Donc, c'est les coûts qui sont associés à l'absentéisme, puis à la perte de productivité au travail. Puis ça, c'est des coûts qu'on inclut justement seulement de la perspective sociétale et non de la perspective du système de santé, mais qui sont quand même considérables. Excellent, merci beaucoup. Il y avait Cynthia qui avait une question. Oui, donc dans le fond, tu as utilisé un horizon temporel de 4 mois, si j'ai bien compris? 8 mois. Dans le fond, du 8 mois jusqu'aux 4 mois suivant la fin de l'intervention. OK. Est-ce que vous avez pensé à faire un horizon à vie, vu que les troubles anxieux, ben, c'est une condition qu'on garde là, à vie, je suppose? Oui, dans le fond, parce que oui, je suis d'accord, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est au niveau logistique, c'est qu'on ne peut pas non plus faire des études qui durent sur tant longtemps pour des questions de budget aussi, là. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on fait pour voir à plus long terme les répercussions d'une intervention? C'est de la modélisation. Donc, mais ça, c'est vraiment comme un autre champ totalement de l'évaluation économique. Moi, c'est vraiment, mes résultats reposent sur une étude randomisée clinique. Donc, c'est toutes des valeurs qui viennent du terrain. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à notre troisième présentation, qui serait celle de Pierre-Luc de Chantal. Donc, Pierre-Luc a une formation de base en psychothérapie, puis chercheur en psychologie depuis une dizaine d'années et chef de recherche du volet de santé mentale chez Therapex,
une entreprise informatique qui vise à démocratiser l'expertise numérique en santé. Donc, sa présentation va porter sur les outils numériques et la santé mentale des populations. Donc, la parole est à vous. Merci, Cynthia. Donc, comme Cynthia l'a mentionné, mon nom est Pierre-Luc. Je vais me présenter un peu plus en détail là, tantôt. C'est un plaisir là, d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de la santé mentale et comment les applications mobiles peuvent aider la santé mentale de la population là, pendant la COVID-19, mais aussi après. Mais avant toute chose, j'aimerais juste vous demander là, comment ça va? Est-ce que vous, depuis le début de la pandémie, vous vous sentez un peu plus stressé, un peu plus déprimé? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. En septembre dernier, Statistique Canada a rapporté quand même qu'il y a 1 personne sur 5 présente depuis la pandémie des symptômes modérés à sévères de plusieurs difficultés psychologiques, dont la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique. Et ça, on s'entend, ces chiffres-là, c'est énorme. Tantôt, Dr Roberge et Alexandra parlaient des troubles anxieux qui étaient prévalents. 20 de la population va vivre un trouble anxieux une fois dans sa vie. Donc, quand on est rendu à 1 personne sur 5 depuis le début de la pandémie qui vit des difficultés, c'est énorme. Comment aider la santé mentale de la population dans ce contexte-là? Bon, comme on va le voir, une des solutions possibles pour aider la population, c'est de déployer l'usage des outils numériques. Et l'objectif aujourd'hui de ma présentation, c'est vraiment de vous introduire à cette possibilité-là, de vous initier rapidement là, à l'univers des outils numériques. Et je suis très content que Dr Roberge ait fait cette présentation-là avant, parce que, bon, ça s'inscrit parfaitement là, dans ce qu'on appelle les outils numériques en santé. Donc, qu'est-ce que c'est un outil numérique en santé? C'est toute forme de technologie qui peuvent être utilisées dans le contexte de la santé. Donc, ici, en santé mentale, on va faire référence à la cybersanté mentale, c'est un beau terme. On peut parler des applications mobiles, les messageries instantanées, les portails d'information, les plateformes, justement, qui nous permettent de faire de la téléthérapie ou d'administrer des programmes d'intervention. Donc, les outils numériques ont plusieurs avantages qui sont relativement connus. Ça permet, si c'est bien intégré là, dans l'offre de soins, d'améliorer la qualité et l'efficacité des services en santé mentale, mais aussi de favoriser l'équité, donc d'améliorer l'accessibilité à certains soins initiaux et de prévention, réduire certains délais d'attente, rejoindre certaines populations en zone rurale ou dans les quartiers où l'accès aux services est plus difficile, où l'accès aux services psychologiques est plus stigmatisé, puis finalement offrir des services numériques lorsque la personne en face de nous en a besoin au bon moment et à l'endroit qui lui convient. Donc, les outils numériques, ça a beaucoup d'utilité et on peut voir ça comme une solution complémentaire aux soins traditionnels et non un remplacement. Nous, on aime ça voir les outils numériques plutôt comme un ajout dans la boîte à outils des services plutôt qu'un remplacement. Donc, ça, c'est très important, c'est notre position à nous. Donc, avant la pandémie, quand même, il y avait 3 intervenants sur 4 qui parlaient d'outils numériques avec leurs patients. Donc, c'était quelque chose qui était déjà dans la discussion. Et avant la pandémie, il y a quand même 1 Canadien sur 3 qui utilisait un outil numérique pour sa santé, que ce soit des applications mobiles, une Fitbit ou le suivi des pas, donc tout outil numérique confondu. Et depuis la pandémie, l'engagement dans les outils numériques en santé là, a quadruplé. Puis les outils numériques sont plus présents que jamais. Et je suis sûr et certain que certaines d'entre vous là, en utilisez au quotidien. Peut-être que vous-même connaissez certaines de ces applications-là ici. En bas à droite, Petit Bambou, une application très bien connue de pleine conscience en français, il n'y en a pas beaucoup. On a de la difficulté au Québec puis dans la francophonie d'avoir accès à des bons outils numériques, mais ça, c'en est un bon. Il y en a beaucoup d'autres. Il en existe beaucoup. En fait, peut-être que vous en connaissez certains, mais probablement que ces logos-là ne vous disent rien. Ce n'est pas anormal, en fait. C'est qu'il existe au Canada plus de 170 000 applications de santé. Ça, c'est quand même un gros chiffre. Puis quand on ne s'y connaît pas dans les outils numériques, ce n'est pas facile de trouver celui qui nous convient. Puis on ne peut pas compter sur Santé Canada pour nous dire quelles applications, quels programmes sont bons, sécuritaires et basés sur la science, sur les données probantes. Donc, c'est important d'accompagner la population dans le choix de l'application ou de l'outil numérique qui est le plus approprié à leurs besoins. Donc, il y a plusieurs solutions qui ont été développées là, depuis le début de la pandémie, plusieurs plateformes technologiques pour distribuer les outils numériques dans la population. Donc, le gouvernement de la Colombie-Britannique a déployé Foundry Pathfinder pour aider les adolescents à trouver des outils pour les aider avec leur santé mentale. Le gouvernement canadien lui-même a déployé Espace Mieux-être, qui est une plateforme technologique. Tous les Canadiens, Canadiennes, vous, moi, on peut se créer un compte gratuitement, suivre l'évolution de notre santé mentale à l'aide d'outils standardisés, puis avoir accès à des outils numériques gratuits qui sont habituellement payants. Donc, oui, au Québec,
il y a nous, Therapix, on est une jeune entreprise québécoise qui se spécialise dans le développement technologique en santé. Donc, très rapidement, je vais vous expliquer un peu comment on simplifie l'univers des outils numériques à l'aide de la science et de notre processus de recherche. Donc, très rapidement, juste mettre des visages là, derrière, bon, on est qui? Donc, on est une équipe composée de plusieurs dizaines de professionnels de la santé, de programmeurs. Donc, on est une compagnie technologique, donc on doit programmer des choses. Donc, on compte vraiment sur l'expertise de tout le monde pour créer la plateforme la plus appropriée aux intervenants et à la population. Moi, par exemple, bon, comme Cynthia l'a mentionné, je m'occupe du volet santé mentale et du volet recherche. Je suis formé à la psychothérapie. En fait, je termine mon doctorat. Je ne peux pas dire que je suis psychologue encore, mais la loi m'en empêche, mais je termine bientôt mon doctorat en psychologie à l'UQAM. J'accumule déjà plus de 10 ans d'expérience en recherche. Avec Michael Cardinal et Alexandre Chagnon, tous deux pharmaciens, mais spécialistes des outils numériques en santé, on a notamment construit une formation en ligne accréditée par l'Ordre des psychologues du Québec pour aider les psychologues à utiliser et intégrer les outils numériques dans leur pratique à eux. Donc, notre technologie s'inscrit vraiment dans une démarche scientifique qui repose sur la recherche. C'est pour ça qu'on favorise beaucoup les collaborations académiques, notamment avec le professeur Julie Laine de l'Université de Sherbrooke. S'il y a certaines personnes ici de l'Université de Sherbrooke, vous devez bien la connaître, j'imagine, et Lynn Guénette de l'Université Laval. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tout d'abord, nous, on fait un gros ménage dans les 170 000 applications de santé disponibles. On utilise un algorithme pour trouver les applications qui ont le plus grand potentiel, puis on soumet chacune de ces outils-là à un processus d'évaluation standardisé. Donc, chaque outil est évalué par un recherchiste et par un professionnel de la santé. Donc, quand on évalue les outils, on utilise des échelles standardisées issues des dernières recherches sur les outils numériques. Puis, on utilise aussi les recommandations justement du NICE, l'Institut national britannique d'excellence en santé, pour évaluer. Ils ont un framework, excusez mon anglicisme, ils ont un cadre de référence pour évaluer les outils. On utilise ce cadre-là dans notre plateforme à nous. Donc, je ne vais pas entrer en détail, mais on est très transparent dans la publication de notre processus de recherche, notre processus d'élaboration technologique. Donc, étant moi-même un chercheur, je pousse beaucoup pour qu'on publie ces éléments-là à tout le monde. Donc, on écrit fréquemment des articles de blog qui détaillent la science derrière notre technologie et les choses qu'on met en place pour s'assurer de notre processus d'évaluation. Donc, on a notamment publié un article qui évalue la fiabilité des révisions. Donc, est-ce que deux évaluateurs cliniciens score la même chose pour le même outil? Donc, on a montré qu'on a un bon accord interjuge, qu'on appelle. Donc, à ce jour, on a évalué plus de 800 outils numériques et pour chacun des outils, on a ce qu'on appelle 70 points d'entrée d'information sur l'outil numérique qu'on va voir à l'instant. Avec cette information-là, on fait quoi? Bon, on a créé notre propre App Store, finalement, pour aider les intervenants à choisir l'outil qui est le mieux adapté à la personne en phase 2. Puis, j'ai fait un petit vidéo. Je pense que c'est plus éloquent que de... Attendez, je vais faire pause parce que je ne veux pas que ça aille trop vite. C'est un petit peu flou, pardon, c'est la qualité de mon moniteur. Je dois changer de moniteur. Donc, ça, c'est notre plateforme. On peut faire une recherche, donc, selon la condition de santé, par le nom de l'application. On a accès, à plusieurs filtres, dont l'objectif de soins. Là, je me rends compte qu'il faut qu'on change autogestion pour autosoin, Dr. Roberge. Donc, là, on a plusieurs fonctionnalités. On peut choisir les applications en français, la langue qui nous convient. On peut même choisir les applications qui sont appuyées par la science, qui ont des essais cliniques. Donc, toutes ces informations-là, ce n'est pas le genre de choses qu'on retrouve facilement sur les App Store. Donc, nous, on donne ça. On est capable de passer de 170 000 applications, dans ce cas-ci, à 2 applications. Pour chacune des applications, on donne vraiment beaucoup d'informations. Est-ce que l'outil a un potentiel de changer le comportement, permet de faire des objectifs? Sur quel type de stratégie elle se base pour changer le comportement? Souvent, c'est de la TCC dans les outils numériques en santé. Est-ce que l'utilisation de l'outil est sécuritaire? Est-ce que les données sont hébergées au Canada? Donc, c'est toutes les informations que les cliniciens, les intervenants veulent savoir pour recommander un outil. Et ensuite de ça, l'intervenant peut partager l'outil avec le patient en face de lui envoyer une posologie qu'on appelle comment utiliser l'outil avec une description. Il peut le mettre à sa sauce. Donc, ce dernier élément-là, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on veut que les intervenants recommandent eux-mêmes les outils? En fait, c'est que la recherche nous a montré que les intervenants, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour utiliser des outils numériques en santé dans la population. Et non seulement ça, la recherche nous indique que quand l'intervenant est directement impliqué dans la recommandation de l'outil, donc clique un bouton, l'envoie, le patient reçoit la recommandation, mais les patients présentent un niveau d'engagement 90% plus élevé
dans l'utilisation de l'outil. Puis ça, c'est quand même pas rien, c'est vraiment une grosse amélioration. Donc, cette bibliothèque-là a été soumise récemment à un projet d'implantation. On termine actuellement le projet de recherche. On est en train de rédiger l'article scientifique. Donc, on visait vraiment évaluer l'implantation de notre App Store qu'on appelle Therapix Score, en fait, dans la pratique des intervenants des centres de prévention du suicide. Donc, pendant plusieurs mois, 70 intervenants de 22 centres différents ont eu accès à notre bibliothèque. Donc, nous, on a appris que l'outil était jugé utile par les intervenants, par les directions des centres de prévention du suicide et que le potentiel est là. On a aussi appris quelques éléments qui pourraient compromettre l'implantation de ça dans les milieux. Puis toute cette information-là va vraiment nous aider à déployer notre technologie dans d'autres milieux au Québec pour venir en aide à la santé mentale des Québécois. Donc, mais l'intervenant, ce n'est pas le seul moyen de distribuer des outils numériques à la population. Donc, on a développé en utilisant encore notre banque d'informations importante là, sur les outils numériques, on a créé au tout début de la pandémie, en mars dernier, un outil pour venir en aide à la population, permettre à monsieur, madame, tout le monde de se connecter à une plateforme, puis de l'aider à trouver l'outil qui lui convient le mieux dans une perspective d'auto-soin. Donc, c'est tous des outils d'auto-soin. Je vais vous montrer encore la petite vidéo. Attendez, faire pause. Celle-là va vite, je vais devoir Donc, oui, simple transparence, ce projet-là est subventionné par le gouvernement du Québec et MedTech, qui est le ministère de l'Innovation au Québec. Donc, ça va vraiment très vite. Le patient peut choisir une thématique parmi l'humeur, la dépression, le stress et l'anxiété et choisir un objectif clinique qui lui convient. Ça peut être, ici c'est un peu flou, mais évaluer son humeur, faire le suivi de mon humeur, apprendre sur la dépression, améliorer mon humeur. Donc, il va y avoir des composantes d'intervention un peu plus, relaxer ou méditer, parler à un chatbot, parler à quelqu'un, rejoindre une communauté en ligne. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qu'on retrouve fréquemment dans les outils numériques. Donc, le patient, la personne peut choisir les besoins qui lui conviennent, sélectionner après ça un outil. À un certain point, attendez, ça arrive. À un certain point, on administre, désolé, la technologie, je travaille pour une compagnie technologique, mais des fois, j'ai de la difficulté. Donc, à un certain point dans le processus d'appariement, le patient est invité à évaluer ses symptômes. Donc, il complète un outil qu'on appelle le PHQ-9 pour la dépression. Donc, c'est un moyen qui est réputé dans la recherche pour évaluer l'intensité des symptômes de dépression. Donc, c'est volontaire. La personne peut passer, bien sûr, j'y arriverai jamais. Oui. Donc, la personne peut passer ce processus-là. Nous, ce que ça nous permet de faire, c'est d'évaluer, est-ce que la personne devrait être référée vers d'autres services puisqu'il souffre d'une dépression sévère. On ne veut pas nécessairement lui recommander un outil en auto-soin. Ça nous permet aussi de colliger des informations issues de la vie réelle puis de voir si notre application, comme on va le voir tantôt, est efficace pour diminuer les symptômes psychologiques ou du moins donner des résultats partiels. Donc, une fois que la personne complète le processus d'appariement, on lui recommande un outil qui correspond à ses besoins. On lui donne une description puis une manière d'utiliser l'outil. Sur la même page, le patient, la personne, a accès également à un outil où il peut partager sa localisation et avoir accès à des données proches, à des centres communautaires puis des services publics proches de chez lui. Donc, il peut télécharger l'application. Donc, ça a été déployé en mars dernier. Puis, ces résultats-là de 9500 patients, je ne me rappelle plus exactement là, quand on a arrêté de colliger ça. Ça fait quelques mois, donc probablement plus de gens qui ont utilisé la plateforme depuis. Oui. Mais lorsqu'on regarde ce beau graphique ici, on se rend compte qu'il y a quand même 50% des gens qui se rendent à la fin du processus. Donc, il y en a 10% qui cliquent sur le téléchargement de l'application. Ça signifie qu'on a potentiellement aidé 1000 personnes, 1000 Canadiens, Canadiennes avec leur santé mentale. Mais comment vraiment voir si c'est utile, cet outil-là? Donc, une personne sur 10, comme je vous l'ai dit, mentionné tantôt, a accepté de partager ses symptômes psychologiques. Et ce que ça nous montre, si on s'intéresse à ces personnes-là puis on examine l'évolution de leurs symptômes dans le temps, les statistiques, je n'ai pas montré l'analyse statistique ici, on a combiné les données, puis on a agrégé les données, puis on a fait des simples tests T ici, mais les statistiques nous disent que les symptômes d'anxiété tendent à diminuer avec le temps. Bien sûr, je suis un chercheur dans l'âme, expérimentant en recherche, je sais que ces données-là,
doivent être interprétés avec précaution. Ce n'est pas un devis randomisé, contrôlé. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas, mais ce processus de recherche-là, issu de la vie réelle, dans la vie réelle des Canadiens et Canadiennes, est unique au Canada. Puis ça suggère quand même que la technologie de recommandation peut être utile pour aider la santé mentale de la population. Nous, on est vraiment excités à l'idée de poursuivre nos recherches et accumuler plus de données, faire des nouveaux projets de recherche, mais c'est à venir. Donc, en somme, les outils numériques ont le potentiel de favoriser des services plus rapides, favoriser aussi l'auto-soin lorsque c'est utile. Donc, on sait aussi qu'il y a des moments où l'auto-soin n'est pas efficace et même contre-indiqué. Donc, c'est important d'intégrer les outils numériques en santé là, dans le bon contexte au bon moment. Nos technologies ont le potentiel aussi de favoriser le choix des outils numériques de qualité et validés par la science avec une banque d'informations qui est difficilement accessible aux intervenants habituellement. Donc, notre technologie permet de favoriser aussi l'intégration des outils numériques en santé dans la pratique des intervenants, mais aussi de favoriser la recherche sur l'efficacité des outils numériques dans la vie réelle, mais surtout d'aider la santé mentale de la population. Voilà. Je te remercie, Pierre-Luc, pour ton excellente présentation. Il y a plusieurs liens. Donc, j'imagine que les gens ils vont avoir accès aux documents PDF, peut-être de la présentation par la suite. Ou est-ce que vous envoyez les PowerPoint? Sur demande. Sur demande? OK, parfait. Donc, j'ouvrirai la période de questions s'il y a des gens qui ont des questions à poser. J'en ai une. Je n'ai pas le petit bonhomme avec la main levée, par contre. Oui, Célia. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, peut-être que ça m'a échappé, mais les personnes qui créent à la base ces applications-là de santé, est-ce que tu connais la statistique de est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde ou c'est des personnes formées en santé qui font ça vraiment pour le bien des gens? Il y en a qui font une passe d'argent avec ça. Les applications mobiles? Les développeurs d'applications? Oui, exactement. Il y a toutes sortes de développeurs d'applications. Effectivement, là, il y a 170 000 applications au Canada. Il y en a beaucoup qui sont développées sur le coin d'une table par un développeur à la maison. Nous, on les trie, ces applications-là. Il existe aussi beaucoup d'applications qui sont développées par des organisations de recherche, des regroupements de recherche, des organismes gouvernementaux. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on privilégie. Donc, mais effectivement, ça existe des plateformes là, qui sont développées par monsieur, madame, tout le monde. Il faut faire vraiment attention. Il n'y a pas de processus réglementaire pour les applications mobiles. Et sur les App Store, il y a un phénomène aussi là, qui existe, qui est là. Les gens vont souvent utiliser l'indice est-ce que l'outil est apprécié, le nombre de reviews, puis ils vont lire les commentaires. Pour certaines applications qui sont très réputées, très, très bien connues, ça peut être un indice, puisque ils ont d'autres, on peut utiliser d'autres indices pour juger. Je parle de Petit Bambou et Sanvelo ou plein d'autres applications aussi. Mais il y a des développeurs qui vont payer des gens pour booster un peu, disons, leur révision pour qu'ils montent dans la chaîne de recommandation. Et donc, ça peut induire vraiment les gens en erreur là, dans le choix d'un outil numérique. Ce phénomène-là, il n'est pas seulement aussi avec les outils numériques en santé. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'App Store en général. Mais oui, il faut faire attention à quel outil qu'on télécharge, notamment avec la gestion des données. Ça, c'est très important. Un outil numérique qui n'a pas de politique de confidentialité, déjà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment télécharger. Là, ça peut être risqué. Donc, c'est important de regarder la politique de confidentialité. Merci Célia pour la question. Il y avait professeur Roberge qui avait une question. Oui, merci. Donc, merci Pierre-Luc, c'est très intéressant. Cet outil-là, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ça évolue. Puis, je trouve que c'est particulièrement bénéfique là, pour les communautés francophones de pouvoir avoir de l'aide comme ça pour s'y repérer. Là, je trouve qu'on est vraiment dans un univers très anglophone en termes d'applications et de programmes web. Je présume que vous avez des programmes d'autogestion et d'auto-soin, fait que je vais être curieuse de voir comment vous gérez ça dans votre application au long terme. Peut-être que ce n'est pas nécessaire non plus, mais ce n'est pas ça ma question. Je me demande comment vous arrivez à vous y retrouver, parce qu'il me semble, si j'ai bien compris, tu as mentionné que vous faites le lien avec les essais cliniques randomisés lorsqu'il y en a qui sont publiés sur un outil. Ça ne doit pas être facile à faire parce que souvent, j'arrive à les retrouver, moi, juste par le nom du chercheur impliqué dans le projet parce que les noms commerciaux d'applications ne sont souvent pas présentés dans les articles. En tout cas, moi, je trouve que c'est tout un défi. Je me demande comment vous arrivez à débroussailler ça.
Tout à fait. C'est sûr, c'est un gros défi. Ce n'est pas, c'est pas une recherche facile à faire. Effectivement, il y en a beaucoup qu'on manque pour la raison, comme vous le mentionnez. Ce n'est pas dans tous les papiers qu'on mentionne l'outil en soi, mais on commence à les mentionner de plus en plus dans les papiers. Nous, on utilise un algorithme qui a été publié dans un journal britannique qui est une simple plein de mots-clés sur PubMed qu'on peut rentrer puis sortir la majorité des papiers sur les outils numériques. Puis nous, après ça, il y a un recherchiste qui fait le tri au fur et à mesure. Donc ça, c'est une job à la mitaine qu'on fait. On n'a pas d'algorithme qui ouvre tous les articles pour voir quels outils sont mentionnés là-dedans. Donc notre librairie, elle est assez complète. Là, on met ça à jour très, très, très fréquemment, mais bien sûr, on en manque certainement. On va souvent aussi sur les sites web des développeurs d'applications mobiles. Souvent, les développeurs vont publier leurs études sur leur site web. Donc, on utilise aussi cette source d'information-là, mais c'est un gros travail de prendre toute cette information-là, toutes ces sources-là, puis mettre ça dans une seule plateforme. Là. C'est un gros travail, là, effectivement. On a plusieurs stratégies différentes. Là. Donc, notre dernière présentatrice de la soirée serait Celia Kingsbury. C'est une étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi coordonnatrice aux événements Sciences 101. Puis, c'est notre responsable des communications pour le comité étudiant du RRSPQ. Puis, Célia va nous faire changer un peu d'univers là, avec sa thématique sur l'activité physique et l'inflammation chez les adultes avec de l'arthrite ou de la fibromyalgie. Yes, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon, on voit? Bon, je comprends que oui. Alors, c'est parti. Merci pour l'introduction, Cynthia. Alors, je m'appelle Celia Kingsbury. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique. J'ai un baccalauréat en kinésiologie. Et on va effectivement changer d'univers. On va se diriger vers la santé un peu plus physique. Mais on sait très bien que les deux, santé mentale, santé physique, sont toujours associés. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est de vous expliquer mon processus de recherche pour un projet de recherche que j'ai conduit de A à Z, le premier en fait, que j'ai intitulé « De l'activité physique pour réduire l'inflammation liée à l'arthrite ou la fibromyalgie ». Oui, mais combien? Alors, on va commencer par le début, expliquer qu'est-ce que l'arthrite et qu'est-ce que la fibromyalgie. Donc, pour ce qui est de l'arthrite, il existe deux grandes catégories. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième, celle de l'arthrite inflammatoire. En fait, elle possède environ 100 formes. Vous pourriez peut-être la connaître sous le nom de polyarthrite rhumatoïde ou l'arthrite psoriasique, par exemple. Elle se caractérise par une inflammation des articulations et d'autres tissus qui s'accompagne souvent de douleurs, de raideurs et de perte de mobilité. Et simplement pour se situer un peu, en 2017, il y a 19,3 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus qui ont déclaré être atteints d'arthrite. Ça fait quand même pas mal de monde. Puis si on regarde au niveau de la fibromyalgie, elle se caractérise par des douleurs corporelles diffuses, une fatigue persistante. Si vous regardez l'image à droite, en fait, il existe précisément 18 points de tension, de douleur chez ces personnes-là. Donc, on comprend que ça peut être assez lourd à porter et donc, ça vient avec une multitude d'autres symptômes dont l'impact sur le quotidien est non négligeable. Au Canada, toujours en 2017, il y a 2 à 3,3 % des adultes âgés de 25 ans et plus qui ont déclaré souffrir de fibromyalgie et je sais que dans d'autres pays, ça va jusqu'à 6 %. C'est une maladie encore difficile à diagnostiquer, là, juste vous mettre en contexte. Il y a plusieurs grandes études qui ont montré une association entre la présence de la fibromyalgie chez les personnes atteintes d'arthrite. C'est-à-dire que le diagnostic d'arthrite est souvent accompagné d'un diagnostic de fibromyalgie. Donc, ça devient alors intéressant de les étudier ensemble. Puis là, il y a un des symptômes physiologiques de ces deux troubles de santé qui est le fait d'avoir des niveaux élevés de plusieurs biomarqueurs d'inflammation. Qu'est-ce qu'un biomarqueur d'inflammation? En fait, c'est une substance qui est présente dans notre organisme qui indique la présence de maladies. Donc, par exemple, quand vous allez faire un bilan de santé chez le médecin puis on vous fait un prélèvement sanguin, à ce moment-là, ils vont regarder vos niveaux de biomarqueurs d'inflammation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir un niveau élevé de biomarqueurs d'inflammation chez ces populations, c'est associé avec la sévérité des symptômes. Donc, plus les biomarqueurs sont présents, plus les symptômes sont sévères. Puis les professionnels de la santé vont utiliser ces biomarqueurs pour aider à identifier le niveau de progression de la maladie. Et là,
parmi ces biomarqueurs utilisés par les rhumatologues pour aider à diagnostiquer ces troubles, il y a la protéine C-réactive. On va l'appeler PCR. Aujourd'hui, c'est le seul acronyme que vous allez devoir retenir pour la présentation. Donc, elle joue un rôle important dans la phase aiguë d'inflammation et le seuil clinique de PCR associé avec la présence d'arthrite ou de fibromyalgie se trouve à 3 mg par litre. Donc, ceci dit, dans le domaine des sciences de l'activité physique, on s'intéresse de plus en plus à l'effet de l'activité physique sur les niveaux d'inflammation. Quand j'ai fait ma revue de la littérature, il faut bien comprendre que c'était toute population confondue, donc population générale, diabétique, inactif, actif. Et donc, je vais vous y conduire pour avoir le portrait de la situation en lien avec l'activité physique sur le niveau de PCR. Alors, il y a une étude aux États-Unis qui a montré que les niveaux d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse quotidienne, donc juste pour vous situer, l'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse, c'est quand on fait de la course, quand on fait de la nage, quand on fait du volleyball, donc l'intensité est assez élevée. Et donc, les niveaux d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse au quotidien, donc plus on en fait, plus les niveaux de PCR étaient bas. Donc ça, on aime ça. Il y a également une autre étude qui s'est intéressée à la population avec du diabète et qui a stipulé que le niveau d'activité physique de loisir, plus il était élevé, je ne sais pas c'est quoi la ligne. OK, je ne sais pas si vous la voyez. En tout cas, bon, excusez-moi. Alors, on répète, au niveau de l'activité physique de loisir, bien, plus les niveaux étaient élevés, plus les niveaux de PCR étaient bas. Et si on continue dans la même lignée, il y a une autre étude qui a montré que peu importe la durée de l'activité physique à intensité modérée à vigoureuse, bien, on avait quand même des effets. Fait que ça devient intéressant. Et là, si on regarde au niveau de la fibromyalgie, si on regarde au niveau de l'inactivité physique, il y a un essai contrôlé randomisé chez les adultes actifs et inactifs qui a montré que plus les personnes étaient inactives, plus leur niveau de PCR était élevé. Puis il y a aussi une autre étude qui s'est intéressée au temps passé en position assise qui était dans la même lignée. Donc, plus on passe du temps assis, plus les niveaux de PCR sont élevés. Bon, fait que là, si on s'intéresse à la population avec de l'arthrite ou de la fibromyalgie, les données montrent que ce sont des populations dont les niveaux d'activité physique sont plus faibles que la population générale. Par exemple, au niveau de l'arthrite, il y a 31% des adultes aux prises avec de l'arthrite qui sont inactives versus 17% dans la population générale. Donc, c'est presque le double, c'est assez important comme prévalence. Puis au niveau de la fibromyalgie, il y a de nombreuses études qui ont montré que leur niveau d'activité physique à intensité modérée à vigoureuse était significativement plus faible que ceux de la population générale. Puis aussi, il y a peu d'informations qui est disponible sur l'effet de l'activité physique sur les niveaux spécifiques de PCR de ces populations. Donc, nous, on s'est dit, on pense que l'activité physique pourrait avoir un rôle protecteur au niveau de l'inflammation et pourrait être mieux encadrée et peut-être même utilisée en partie comme traitement par les professionnels de la santé. Donc, ceci étant dit, ça nous mène à nos objectifs de recherche. On a voulu en premier lieu déterminer comment varient les niveaux de PCR en fonction du niveau d'activité physique au quotidien chez ces deux populations. C'est-à-dire qu'on veut observer est-ce que c'est une association linéaire? Est-ce que directement, plus on fait d'activité physique, moins nos niveaux de PCR sont élevés ou ça fluctue d'une différente façon? Et en deuxième, on a voulu aussi déterminer combien d'activité physique il faut pour réduire les niveaux de PCR sous le seuil clinique. Alors, au niveau de la méthodologie, en fait, c'est une étude observationnelle. Alors, on voulait savoir si l'activité physique pouvait prédire les niveaux de PCR en premier lieu. Et pour la collecte de données, on a utilisé les données de l'enquête canadienne sur les mesures de santé entre 2007 et 2012. Dans le fond, c'est les données de Statistique Canada. Donc, on peut dire que notre échantillon était représentatif de la population canadienne. On incluait les personnes âgées entre 18 et 79 ans. On incluait aussi, clairement, les personnes qui avaient mentionné oui à la question « Est-ce que vous avez un diagnostic d'arthrite et est-ce que vous avez un diagnostic de fibromyalgie? » On excluait donc les femmes enceintes, les personnes avec des limitations fonctionnelles, les résidents des réserves et les membres à temps plein de l'armée canadienne. Et pour la collecte de données, en fait, ce qu'ils ont fait, ça c'est Statistique Canada, ils ont mesuré l'activité physique à l'aide d'un accéléromètre. En fait, ce que c'est un dispositif qui capte le mouvement
qui est porté aux hanches et pour l'étude, ça a été porté 7 jours consécutifs. Donc, avec cet instrument, on arrive à déterminer combien d'activités physiques à intensité légère, à intensité modérée à vigoureuse, le temps passé sédentaire et le nombre de pas par jour, et tout ça en minutes par jour, sauf le nombre de pas, bien sûr. Et pour ce qui est de la protéine C réactive, elle a été mesurée à l'aide de prélèvements sanguins dans des cliniques mobiles et il y a des scientifiques qui ont fait des analyses pour déterminer le taux de PCR dans le sang des participants. Pour ce qui est des analyses statistiques, on a fait des modèles additifs généralisés ajustés. Là, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est un peu complexe, mais je le mentionne pour les curieux. Et donc, vu qu'on avait les données des différentes intensités, des niveaux d'activité physique, on s'est dit qu'on allait associer chaque intensité d'activité physique avec les niveaux de PCR. Donc, de cette façon, on peut voir s'il y a une intensité d'activité physique plus efficace qu'une autre pour réduire les niveaux de PCR. Et donc, là, vous voyez le petit graphique, là, c'est juste pour vous dire, c'est à peu près ça qu'on a fait pour chaque niveau d'activité physique, nombre de pas, et pour la sédentarité mesurée en minutes par jour. Alors, pour décrire un peu l'échantillon auquel on avait droit, on avait environ 1200 participants qui avaient l'arthrite. C'était un petit peu plus que la moitié des femmes et l'âge moyen était environ 60 ans. Et pour ce qui est de la fibromyalgie, on avait environ 100 participants. La majorité étaient des femmes, là, à 94 %, puis l'âge moyen environ 53. Donc, c'est juste pour vous donner une idée avec quoi on travaillait comme données. Et donc, enfin, des résultats. Alors, paniquez pas, il y a beaucoup de stock sur ces pages-là. Je vais vous l'expliquer à l'instant. Il s'agit des analyses qui ont été significatives et là, on commence avec les personnes qui ont de l'arthrite. Alors, si vous regardez à gauche, c'est l'association entre le niveau d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse en bas. Et ici, vous avez les niveaux de PCR. La petite ligne pointillée, c'est le seuil clinique qu'on se souvient, c'est 3 mg par litre. Donc, quand on est en bas de 3, l'inflammation est donc bien contrôlée. Ce qu'on peut voir donc, chez les personnes qui ont de l'arthrite, semble-t-il que peu importe la dose d'activité physique à intensité modérée à vigoureuse, on est sous le seuil clinique. Donc, c'est super intéressant. Et puis, la dose optimale, c'est environ 60 minutes par jour. Donc, juste le fait de bouger semble bénéfique. Si vous regardez à droite, il s'agit du nombre de pas quotidiens qui est associé avec les niveaux de PCR, donc même chose avec le seuil clinique ici. Ici, la courbe est un peu différente. En fait, quand on fait à partir de 4000 pas par jour, il semble y avoir des bénéfiques. Ici, on est à environ 7500 associés avec des taux de PCR plus faibles. Donc, encore une fois, ça devient vraiment intéressant. Et ça, c'était pour les personnes avec de l'arthrite. Si on regarde au niveau de la fibromyalgie, on fait exactement le même exercice. Donc, encore une fois, activité physique à intensité modérée à vigoureuse. On voit qu'à partir de 10 minutes, mais jusqu'à environ 35 minutes, on a des bénéfices au niveau du seuil d'inflammation. Donc, il faudrait comme pas trop en faire pour que ce soit bénéfique pour le taux de PCR. Et la dose optimale, semble-t-il, c'est 15 minutes d'activité physique à intensité modérée à vigoureuse par jour. Et si vous regardez à droite, il s'agit du nombre de pas quotidiens associés avec les niveaux de PCR. La forme est vraiment étrange. Par contre, à ce moment-ci, on voit que les personnes qui faisaient entre 5 000 et 9 000 pas par jour et plus de 13 500 étaient associées avec des niveaux de PCR sous le seuil clinique. Et là, clairement, vous vous en souvenez pas, mais à 7 500, c'est la dose optimale et c'est exactement ce qu'on a trouvé pour l'arthrite au niveau du nombre de pas. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Fait que, dans le fond, ce qu'on peut retenir de cette présentation, de cette étude-là, qui, je vous rappelle, a été fait avec un échantillon qui était nationalement représentatif, bien, chez les personnes qui ont de l'arthrite, on dirait qu'entre 1 à 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par jour et si on fait plus de 4000 pas par jour, on se retrouve avec des niveaux de PCR sous le seuil clinique.
Et pour ce qui est des personnes avec la fibromyalgie, les participants qui pratiquaient entre 10 à 35 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par jour et ceux qui faisaient entre 5 000 et 9 000 pas et plus de 13 500 pas par jour présentaient des niveaux de PCR sous les seuils cliniques. Fait que dans le fond, ce qu'on peut avoir comme conclusion, on pourrait prescrire l'activité physique comme façon de maintenir les niveaux d'inflammation faibles chez ces populations. Que je vous rappelle, il n'y a pas de traitement spécifique pour eux. C'est incurable pour le moment. Et donc, si on arrive à contrôler un peu les symptômes, ça pourrait leur donner un peu d'espoir. Ce qui est intéressant au niveau de la recherche, ce serait de spécifier peut-être, est-ce qu'il y a des types d'activités physiques, par exemple, est-ce qu'on devrait prescrire la marche? Est-ce qu'on devrait prescrire la nage? Est-ce que ça devrait être quelque chose qui est plutôt personnalisé? Donc, on pourrait faire des analyses au niveau intra-individuel. Plein de choses à faire encore dans le domaine, mais je veux mentionner aussi que c'est la première étude qui a été faite sur le sujet. Donc, voilà, on peut mieux orienter les conseils en matière d'activité physique chez cette population. Les résultats de cette étude pourraient être utilisés à ces fins. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis j'attends vos questions si vous en avez. Merci Célia, c'est vraiment une présentation très intéressante. Donc, je vais laisser la parole à Juliane pour les questions. Il n'y a pas de questions pour le moment, Célia. Je vais laisser... Ah oui, Marjorie. Oui, donc évidemment, pour l'échantillon de fibromyalgie, c'est d'environ 100 personnes et 94 femmes, 6 hommes. Et en fait, parce que cette maladie-là touche généralement plus les filles que les gars? Exactement. Puis, tu sais, dans le fond, pour valider, en fait, si les données qu'on avait étaient officiellement représentatives des prévalences au niveau de la fibromyalgie et de l'arthrite, on a regardé, puis c'est à peu près ça, justement, c'est la grande majorité des femmes, là, à 90% et plus, qui sont atteintes de fibromyalgie. Au niveau de la recherche, ça n'avait pas tant rapport avec mon sujet, mais j'ai regardé si on connaissait les causes spécifiques du fait que ce soit les femmes qui sont davantage touchées par ça, puis on n'est pas prêt à émettre des hypothèses solides encore. OK. Donc, voilà. Puis, est-ce que le fait que, justement, il y a comme peu d'échantillons masculins fait en sorte que les recommandations, ils touchent peut-être plus les filles que les gars, ou les 6 gars, dans un sens, ils fitaient aussi avec les formations féminines? Bien, dans ce cas-ci, ça fitait, mais si on refaisait, mettons, des essais cliniques ou d'autres types d'études, là, en fait, si on changeait un peu la méthode, à ce moment-là, en fait, c'était un peu ma suggestion à la fin, c'est de voir au niveau individuel, est-ce que ça change d'une personne à une autre? Est-ce que le fait d'être une fille, ça change? On pourrait comme incorporer la catégorie d'âge aussi, ça change-tu? Si, clairement, ça change parce qu'au niveau de l'activité physique, quand on est kinésiologue et on recommande l'activité physique, je ne vais pas donner les mêmes exercices à une personne qui a 20 ans versus quelqu'un qui a 60 ans. Fait, on essaie là, de défaire la pleure là, tranquillement, pas vite, pour voir là, de quoi il s'agit exactement. OK. Merci beaucoup, Célia. Il y avait une question de Alexis. Oui, merci Célia pour la présentation. D'ailleurs, vraiment beau visuel. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, oui. Là, mais je veux vraiment... Merci, je suis contente que quelqu'un t'apprécie. Oui, je veux savoir, est-ce qu'il y a d'autres associations intéressantes avec la PCA? Tu veux dire au niveau de l'activité physique ou... Au niveau de la santé en général? Oui, c'est la première fois que j'étais aussi spécifique en physiologie par rapport à ce que je sais puis à mes recherches. Alors, je ne pourrais pas te dire, mais je sais que c'est vraiment présent. Ça fait partie du mécanisme d'inflammation, là, pas seulement au niveau de l'arthrite, pas seulement au niveau de la fibromyalgie, là, dans plusieurs maladies inflammatoires. On utilise la PCR pour diagnostiquer, puis c'est comme, c'est vraiment trop spécifique là, quand je faisais mes recherches, mais c'est associé avec d'autres protéines responsables de l'inflammation. Puis là, tu as inflammation aiguë, inflammation à long terme. Fait que c'est vraiment complexe. Fait que tout ce que je sais, c'est par rapport à l'activité physique. Fait que je suis désolée si je ne peux pas répondre davantage à cette question. Ben non, c'est correct. Merci. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions
ce serait notre période pour conclure l'événement. Donc, encore une fois, j'aimerais remercier notre présentateur et nos présentatrices pour leur excellente capacité de vulgarisation. Puis, je crois qu'on en a appris beaucoup ce soir sur les innovations en santé mentale. Puis, on a eu une bonne introduction de l'impact de l'activité physique sur l'arthrite et la fibromyalgie. Donc, j'aimerais aussi remercier les participants de s'être joints à l'événement puis d'avoir participé à la discussion. Je remercie aussi Bistro Brain d'avoir accepté notre invitation. Puis, je remercie aussi les membres du comité du RRSPQ pour l'organisation. Donc, je laisserai la parole à Alexis qui a une annonce à faire. Oui, juste vous inviter, là, si vous avez un petit 30 secondes à donner, on fait un questionnaire d'appréciation à chaque fin d'événement. Je viens d'envoyer dans la section chat. Donc, c'est pour nous aider. C'est vraiment bénéfique dans notre processus d'amélioration continue. Également, là, si vous voulez vous abonner à notre infolettre, il y a une option de le faire à la fin. Sinon, ben, pour la part de Bistro Brain, merci encore une fois d'avoir été là. Puis, le prochain événement a lieu dans 2 semaines sur la santé mentale. On a eu quand même plusieurs présentations de santé mentale ce soir, mais si ça vous a intéressé, ben, vous allez être servi. Et sinon, ben, je souhaite une très bonne soirée. On invite les présentateurs et présentatrices à rester pour discuter. Une très bonne soirée.